Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier sur la cartographie de l'offre d'insertion. Vous êtes plus de 230 connectés et qui vont participer à cet atelier collectif pour découvrir des outils de cartographie qui vous permettront de faire de la veille et d'identifier les solutions qui répondent aux besoins de vos bénéficiaires. Je suis Agathe Latreille, je fais partie de la plateforme de l'inclusion. Je travaille moi-même sur un outil de cartographie qui s'appelle Dora. Mais aujourd'hui, nous mettons à l'honneur nos partenaires avec lesquels nous travaillons d'ores et déjà aujourd'hui, qui ont leurs propres outils de cartographie. Parce que vous le savez sûrement déjà, il existe autant d'outils qu'il existe forcément de territoires parfois, de thématiques spécifiques ou de typologies d'usagers. Comme dans l'accompagnement que vous faites aujourd'hui, eh bien, vous n'accompagnez pas de la même façon un jeune, une réfugiée, une personne qui a besoin d'accompagnement pour réaliser des démarches administratives. Eh bien, c'est la même chose avec les outils. On croit au foisonnement de différents outils qui répondent à une problématique spécifique ou à un besoin par rapport à une typologie d'utilisateur. Finalement, le plus important, c'est que vous utilisiez l'outil qui correspond le plus à vos besoins. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir 3 des outils de cartographie qui vous seront présentés. Et je vais vous lancer notamment un sondage pour savoir si vous les connaissez déjà ou peut-être pas. Est-ce que vous connaissez l'un de ces outils ? Le sondage va s'afficher à gauche de votre écran. N'hésitez pas à y répondre. Alors, on va présenter les outils les uns après les autres, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pendant la présentation. Ça nous permettra, après chaque présentation d'outils, de prendre le temps d'y répondre. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, ce qui peut arriver, ce n'est pas un problème. Les équipes des outils qui vont vous être présentés prendront le temps de vous poster les réponses et aussi les présentations, tous les éléments qui vous seront partagés directement sur la communauté de l'inclusion. Alors, on va commencer par la cartographie des lieux d'inclusion numérique. Avec Marc et Célestin, je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Marc et Célestin, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire quel est votre rôle ? Célestin. Oui, merci Agathe, pardon. J'ai un petit problème avec l'outil. Donc moi, c'est Célestin, je suis responsable du produit cartographie nationale du lieu d'inclusion numérique c'est un produit qu'on a créé il y a un petit peu moins de 2 ans. Et donc je travaille avec toute une équipe, dont Marc, qui est développeur. Je te laisse, Marc, te Voilà, présenter. donc moi je suis développeur depuis bientôt 2 ans sur la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique. Et voilà, donc j'interviens aussi bien sur l'outil de cartographie en tant que tel et surtout le volet données qui permet de mettre en cohérence l'ensemble des jeux de données qui existent sur tout le territoire et qui référencent des lieux d'inclusion numérique. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, avant de nous lancer dans qu'est-ce que c'est cet outil, déjà, chaque outil que vous avez conçu, toutes les personnes autour de cette table répondent d'abord à une problématique, à un constat de départ. Quel est celui de la cartographie des lieux d'inclusion numérique ? Je vais répondre. On sait qu'on a de 20 000 médiateurs numériques en France, donc médiateurs numériques, des personnes qui vont des personnes en difficulté avec le numérique. Parmi ces médiateurs, ils ont tous une offre de services qui peut être différente. Et pourquoi la problématique de base, c'était on ne sait pas qui fait quoi et surtout où est-ce qu'on peut les trouver. Donc un manque de visibilité et de connaissance de l'offre de la part des bénéficiaires et même de l'offre des travailleurs sociaux de manière générale qui ne connaissent pas forcément l'offre de médiation numérique autour d'eux. Même s'il y avait des nombreuses données de référencement des lieux qui étaient faites un peu partout, mais sans respecter le même format. On ne va pas décrire de la même façon une offre de service entre 2 territoires qui peuvent être proches ou non en France. Et ce qui rend impossible cette vision complète et partagée pour derrière réussir à savoir qui fait quoi sur le territoire. Et dans cette récolte de données aussi, on avait beaucoup de cartographie locale sur l'inclusion numérique qui a été créée
avec des données différentes, alors que c'était très souvent les mêmes acteurs. Et donc ça rendait que les acteurs étaient contraints de renseigner leurs données plusieurs fois sur différents outils. Et donc ça créait des multiples bases de données avec des données, qui n'étaient pas à jour ou qui étaient à jour différemment en fonction des cartographies. Donc on ne sait pas quelle est la vraie donnée. Et donc il y avait un gros enjeu à ce niveau-là. Grosse problématique. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place comme solution et à quoi ça répond exactement? Enfin, cette solution concrètement, qu'est-ce qu'elle adresse comme typologie, par exemple, d'acteurs? Comment on peut l'utiliser et pourquoi vous avez choisi de l'adresser de cette façon-là? On a choisi donc, il y a un gros travail, qui a été fait sur la donnée. Je vais laisser Marc en parler juste après, sur, la centralisation de la donnée et faire en sorte de ne pas être une nouvelle cartographie, une énième cartographie, mais d'être plutôt une cartographie qui recense l'existant. On a notre utilisateur un peu phare, c'est une personne, un travailleur social, une personne qui va être prescripteur, qui va se retrouver face à une personne en difficulté avec le numérique et qui va, avoir besoin de la réorienter vers, une structure d'inclusion numérique qui saura vraiment répondre à son besoin. Et donc, sur l'outil cartographie nationale, on a une première partie qui est une sorte d'outil d'orientation qui va cibler les besoins du bénéficiaire, où est-ce qu'il habite, de quoi il a besoin et voilà, s'il y a des petites conditions particulières. Et ensuite, ça va afficher, la cartographie, nationale zoomée sur, le territoire du bénéficiaire et ça va lui permettre, au prescripteur de, proposer aux bénéficiaires des lieux, qui sont adaptés et qui pourront vraiment l'aider. Et donc pour que ça marche, il y a tout un volet, de, standardisation de la donnée, dédoublonnage de la donnée. Je vais laisser, Marc, parler de cette partie. Oui, alors donc sur le volet données, en fait, initialement, on s'est beaucoup adressé aux hubs territoriaux pour un numérique, inclusif, qui avaient déjà, eux, fait un travail de recensement, des informations des lieux d'inclusion numérique sur leur territoire et puis pour les plus avancés d'entre eux, fait déjà des cartographies donc à l'échelle régionale, qui d'ailleurs étaient assez complètes et en fait, nous, on est partis de leur travail. Alors pour la cartographie, on est parti de la cartographie de la métropole de Lyon, qui avait fait ce travail aussi à l'échelle donc de la métropole. Donc nous, vraiment, au début, notre carte, elle ressemblait exactement à la cartographie de Résine, donc Réseau de l'inclusion de la métropole de Lyon. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de récupérer un maximum de données qui étaient en région pour venir les agréger et les mettre en disponibilité sur la cartographie. Donc le jeu de données le plus complet qu'on avait au tout début, c'était le jeu de données des conseillers numériques. Donc on avait réussi à rendre visible via cette cartographie. Puis on est venu petit à petit compléter avec les autres jeux de données et très vite s'est posé une problématique de doublon parce que si je prends un exemple avec un conseiller numérique qui serait dans la métropole de Lyon, il est recensé à la fois dans les données des conseillers numériques, Inora qui intervient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et également par la métropole de Lyon, parce que c'est un conseiller donc, sur la métropole de Lyon. Et donc nous, on a tout un travail à faire de détection donc, de ces cas de doublons et de déduplication pour avoir voilà, l'offre la plus claire possible. Et dans ces enjeux de déduplication, on essaye de faire en sorte de récupérer toujours la donnée la plus récente et de fusionner les données manquantes. Parce que, par exemple, si jamais un formulaire à une échelle, par exemple régionale, permet de recenser certaines informations et à d'autres échelles non, nous, on va venir compléter, agréger l'ensemble de l'information pour avoir finalement la donnée la plus complète possible. Et puis, avec cela, donc on s'était demandé à un moment si on ne pouvait pas en plus entretenir notre propre jeu de données où les structures se référencent directement via un outil qu'on proposerait parallèlement à notre cartographie. Et comme on avait entendu parler de l'outil Dora, on s'est dit que plutôt que de créer un énième formulaire,
on renverrait plutôt les gens sur Dora. Et nous, en fait, Dora, on récupère les données comme n'importe quel autre jeu de données et on va venir les agréger à l'ensemble de nos données, donc que ça vienne de Dora, d'un dispositif national ou de collectivités territoriales. Et finalement, en fait, comme on s'occupe de gérer en fonction de l'information la plus récente, si jamais il y a des informations qui sont erronées sur la cartographie, il suffit de créer sa fiche sur Dora, et c'est la fiche Dora, donc, puisqu'elle vient d'être créée, qui est la plus récente, qui va prendre le pas et donc venir corriger et compléter les informations sur la cartographie. Donc nous, ainsi, en procédant de cette manière, on n'a jamais besoin de développer notre propre formulaire. Finalement, on se sert de tous les formulaires qui ont déjà été développés et qui sont déjà existants pour récupérer l'ensemble de l'information. Super, merci beaucoup Marc. On peut peut-être passer, parce qu'il nous reste peu de temps sur votre passage, peut-être passer à une démo. Peut-être qu'on peut voir cette cartographie et voir un peu à quoi ressemble cet outil. Tac, je m'en occupe. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, moi je le vois très bien. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous ne le voyez pas. Mais on voit que... ouais. Donc, c'est ce parcours d'orientation dont je parlais tout à l'heure, qui est composé en 4 étapes. Besoin, localisation, accessibilité, disponibilité. Donc là, en tant que prescripteur, on va recenser auprès du bénéficiaire de quoi il a besoin. Peut-être que ça, voilà, si on prend un cas simple sur des démarches en ligne, être aidé ponctuellement pour réaliser mes démarches en ligne. Ensuite, on va lui demander son adresse. Moi, je suis à Paris. On peut gérer la distance, donc à quel point le bénéficiaire peut se déplacer. Et ensuite, proposer un accueil adapté en fonction de certains critères d'accessibilité ou en fonction des horaires et des jours auxquels le bénéficiaire peut se déplacer. Et on va ensuite afficher ces lieux et pouvoir choisir en fait les lieux que le bénéficiaire, dans lequel le bénéficiaire va pouvoir se rendre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cet outil, c'est sur le site cartographie.sociéténumérique.gouv.fr, à nous faire vos retours et à voir si vos données sont à jour, si vous avez des données sur ce site. Et peut-être pour terminer très rapidement, je laisse la main à Marc pour montrer sur l'aspect données qui est intéressant, où les données, elles sont sur cette cartographie nationale, mais elles sont aussi ailleurs, dans cette logique de dites-le nous une fois. Je coupe mon partage. Je te laisse, Marc. Ouais, je prends la suite. Alors, partage d'écran. Hop, tac. Ça devrait être bon normalement. Vous me dites? Oui, très bien. Eh ben, Oui. c'est parfait. Donc là, je suis sur un lieu donc, qui est sur notre cartographie. Donc, c'est l'association Tees Valley, dans la vallée de Roanne. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que d'où provient cette information. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'a pas de formulaire qui permet de remplir ça directement. Et en fin de compte, nous, on va, comme je vous l'ai dit, récupérer les informations depuis Dora. Donc là, vous voyez exactement la même fiche qu'on propose, mais la version Dora, où vous voyez la description qui est ici, qu'on récupère depuis Dora et qu'on retrouve ici. Et il y a une information qui n'est pas sur Dora, donc c'est le site internet. Et nous, dans ce cas-là, on va le récupérer depuis Inora. Alors, j'ai ma recherche qui n'a pas marché. Hop, tac, voilà. Donc là, je suis sur le même lieu, donc Tees Valley de la Roanne sur Inora. Et donc, j'ai pu récupérer donc, à la fois le mail et le site internet pour compléter. Et finalement, sur la fiche qu'on propose, on va vraiment avoir l'agrégation de toutes les données. Aujourd'hui, on a 27 jeux de données donc, qui représentent donc, des dispositifs nationaux comme Aidant Connect, Conseil numérique, des hubs territoriaux, comme je l'ai dit, comme France-Céline, Inora, ou bien des collectivités territoriales, enfin des plus locales, telles que des métropoles comme la métropole de Lyon. Et donc, l'ensemble de ces 27 jeux de données nous permettent d'avoir une offre la plus complète possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Super, mais merci beaucoup Marc et Célestin pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, c'est une première cartographie. Une cartographie eh bien, vraiment des lieux d'inclusion numérique. Il en existe d'autres cartographies comme la solution d'aide pour les réfugiés, réfugiés.info, qui est portée cette fois-ci par Hugo et Nour. Hugo et Nour, peut-être commencer par Hugo, peut-être commencer par vous présenter. Donc Hugo, qui êtes-vous? Quelle est votre mission pour réfugiés.info? Oui, bon, merci Agathe. Bonjour à tous. Moi, je suis Hugo Stéphan, je suis designer de services publics et on a cofondé avec Nour Alaskani réfugiés.info en 2019. Donc, Nour, qui es-tu? Tu es mute, Nour. Et bien là, c'est mieux. Qui je suis? Je suis Nour Alaskani, cofondateur de réfugiés.info. Je suis chef de projet de la plateforme et anciennement passé par l'associatif. Très bien, merci beaucoup. Donc en effet, avec le micro unmute, ça marche souvent mieux, mais ça nous est tous arrivé, donc c'est normal. Fallait que ça arrive au moins une fois, maintenant c'est fait. Pour revenir à réfugiés.info, donc même question qu'avec la cartographie des lieux d'inclusion numérique, c'est parti de quel constat? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire il y a une problématique, on a besoin de créer un outil qui y répond? Et quelle est la vision de solution que vous avez mis en place? Oui, alors réfugiés.info, c'est créé par la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, qui est une délégation qui a été créée en 2018. Notre problématique de départ, c'était comment améliorer l'accès à l'information des personnes réfugiées. En faisant une immersion de 3 mois au démarrage de ce projet, on a vu que, si ce n'est quelques guides très bien faits, mais diffusés à petite échelle et rapidement obsolètes, guides papier, hein, j'entends, il n'existait pas de site d'information dédié aux personnes réfugiées, c'est-à-dire traduit, et qui puisse combiner à la fois de l'offre d'information sur les dispositifs d'accompagnement et d'intégration et à la fois de la vulgarisation sur les démarches administratives. Donc, ce qui se passait, c'est que beaucoup de gens s'en remettaient aux groupes Facebook communautaires, à des boucles WhatsApp ou à des sites plus ou moins officiels qui pouvaient parfois, eux non plus, ne pas être à jour. Donc, on avait un énorme défi de construire de l'information qui soit accessible, traduite et à jour pour ces personnes-là, donc qui représentent presque maintenant 600 000 personnes en France. Très clair. N'hésitez pas. On a déjà une première question d'Isabelle qui nous demande en combien de langues est traduit aujourd'hui réfugiés.info. Réfugiés.info aujourd'hui est traduit dans 7 langues, autres que donc le français. Le contenu est donc proposé en 8 langues. Les langues dans lesquelles vous trouvez le contenu, vous trouverez donc sur l'écran en direct. Vous allez voir donc l'ukrainien, le pachto pour les personnes afghanes, l'anglais, le dari, persan dari pareil pour les personnes afghanes, le tigrinien pour les érythréens, le russe et l'arabe. Donc ces langues-là, nous avons engagé des experts linguistes dans chacune de ces langues pour que la traduction soit humaine et adaptée au contexte culturel. Donc c'est la traduction sur réfugiés.info passe par une communauté de bénévoles qui traduisent ils font un premier jet validé par les experts. Et une fois ce passage est fait, donc le contenu est traduit en ligne. Donc on a une communauté à la fois de ces experts traducteurs et bénévoles qui, du coup, font le travail sur la traduction. C'est très clair, mais puisqu'on est, sur le partage d'écran. Mais alors, non, ça continue les questions, c'est génial. On a Camille qui nous demande comment s'est fait le choix des langues par rapport à d'autres, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs typologies de nationalités représentées. Très bonne question. Au démarrage du projet, on a contacté l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, avec d'autres institutions pour voir quelle langue on priorise dans le démarrage. Et on a pris les 5 premières nationalités qui sont protégées par la France, donc qu'on appelle dans notre jargon des BPI, des bénéficiaires de la protection internationale. En gros, c'est des personnes qui ont déposé une demande d'asile et que leur demande d'asile a été acceptée. Et donc, sur les premières nationalités, on a pris les premiers 5 et puis on a rajouté une langue supplémentaire qui est le tigrinien, parce que comme langue africaine, il n'en sortait aucune, parce que les personnes qui viennent d'Afrique qui parlaient souvent
anglais ou français comme seconde langue, au minima, hors le tigrénien, donc l'érythrée, où les personnes avaient besoin de traduction. Et le conflit en Ukraine n'a échappé à personne, donc on a dû rajouter l'ukrainien. C'est un peu comme ça comme on avance pour les ouvertures de langue, et on est en discussion continue avec l'OFPRA, donc cet institut qui, un peu le tribunal qui juge les dossiers des personnes réfugiées, pour ouvrir d'autres langues. Le somali, le tibétain sont dans notre viseur, mais aussi des langues européennes comme l'allemand ou l'espagnol, parce que les personnes peuvent passer du temps avant d'arriver en France dans ces pays-là. Le tamoul aussi, en effet. Très intéressant. On a, en tout cas, il y a beaucoup d'envie avec cet outil. On a Olivier qui nous dit à quand le déploiement sur l'ensemble des départements? Notre déploiement se passe par plusieurs axes. Nous ne sommes pas déployés partout en France pour une type de données. Et je pense, Hugo, il faudrait qu'on explique rapidement ce que c'est la plateforme avec 2 types de contenus qu'on trouve. Je m'attarde une seconde sur Réfugiés.info. Vous trouverez, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, des explications des fiches démarches. Donc, comment ça marche pour acheter une voiture, acheter un timbre fiscal ou avoir un acte de naissance ou un certificat de coutume si je veux me marier. Donc, ça, c'est des choses qui sont des explications des démarches administratives. Pour le coup, on en a une centaine de fiches. Ces centaines de fiches sont valables partout en France. Donc, vous avez désormais accès à toutes ces fiches. Par la suite, vous avez l'autre type de fiches qui est les fiches actions, ou dispositifs. Donc, c'est des fiches qui représentent une offre associative du français ou une formation professionnelle, un diplôme universitaire pour quelqu'un qui souhaite reprendre ses études à l'université. Donc là, vous voyez à l'écran, je reviens, les fiches démarches. Les sujets sont variés. Vous avez le devenir entrepreneur, faire un don du sang, comme avoir un logement de Crous si je suis étudiant ou demander l'allocation familiale à la CAF. Ça peut être aussi des choses très spécifiques à l'OFPRA, comme la récupération des documents envoyés à l'OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est cette institution de demande d'asile, etc. Donc ça, c'est les démarches administratives. L'autre volet, c'est les actions dispositifs. Si Hugo, tu veux bien passer les dispositifs. Les dispositifs sont plutôt ces fameux programmes associatifs pour lesquels ils nécessitent un déploiement parce qu'ils sont départementalisés. Ils sont locaux. Certains au niveau de plusieurs départements, d'autres au niveau national, mais la majorité quand même très locale. Donc, on fait des actions localement pour qu'on touche et qu'on cartographie ces associations-là qui souvent ont été financées dans un cadre d'un appel à projet lancé par la préfecture locale pour mener une action en faveur de l'intégration des personnes réfugiées. On a des travaux à faire avec Dora et l'ensemble des équipes qui sont présentes ici pour unifier plus notre annuaire et rajouter plus de données. Mais c'est vrai que le format qu'on a actuellement, il est lié au contexte de l'intégration. Donc, les discussions sont lancées. Mais pour terminer avec cela, on travaille aussi d'une manière étroite avec les acteurs qui sont sur l'intégration, comme vous avez cité Solidid, vous avez cité Dora. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble dans dites-le nous une fois, pour ces actions de dispositifs, ces actions associatives. Donc sur Réfugiés.info, pour terminer sur la couverture départementale, on en est dans une 50aine de départements désormais, avec des actions précises locales. Pour le reste, vous avez les 100 fiches démarches partout où vous êtes et vous avez une 150 sur le reste des fiches qui sont des dispositifs aussi nationaux, donc valables partout sur le territoire. Donc si je résume, comme cette fiche qui vient d'être présentée par Hugo, là c'est des fiches d'action, dispositifs qui sont partout en France. Aujourd'hui sur Réfugiés.info, nous avons ces 100 fiches démarches et 700 fiches actions, donc 800 fiches en tout, dont 250 à peu près valables partout en France. Voilà un peu les 2 chiffres à retenir. Désolé, j'étais un peu technique. Et en effet, Pôle emploi, ça arrive, on est en discussion avec le siège pour le France Travail. Tout à fait. Alors, vraiment, on a une personne qui demandait s'il y a aussi des ressources pour les personnes en situation de handicap sur réfugiés.info. On peut trouver, bien sûr, parce que parmi les personnes réfugiées, soit par le mot-clé handicap ou ou comment faire le dossier MDPH ou quoi, il y a certaines informations qui concernent les personnes handicapées. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, preneur des autres actions.
Ce qui est important à savoir, juste avant qu'on rentre dans le détail de cette fiche demande d'handicap, c'est que réfugié.info, au niveau pas des démarches administratives comme celle-ci présente à l'écran, mais des actions locales, c'est un site complètement collaboratif, dans le sens où n'importe quel acteur peut présenter son action sur la plateforme. Notre équipe éditoriale va harmoniser, va simplifier la fiche. Vous avez sur la page d'accueil l'onglet publier votre fiche. Donc d'ici, on vous explique tout le détail de comment ça marche la publication. Pour cela, on a des moteurs de rédaction simplifiés, guidés étape par étape lors de votre rédaction pour arriver à faire des meilleures fiches en termes de qualité. On prend le temps par l'équipe éditoriale de relire votre fiche, de la simplifier au maximum avant de la publier et de le passer à la traduction par les 7 langues. Donc, si certes, on a une fiche sur le handicap, celle qui a été présentée par Hugo, mais si vous en connaissez d'autres acteurs, nous sommes preneurs. Passez le mot, passez cette page, publiez une fiche. Alors, il y a des personnes qui nous demandent comment y être référencé. Oui. Comment on fait pour être référencé sur votre site concrètement? Ouais, donc Alors, désolé pour si ça, j'ai... c'est très simple. Il suffit de se créer un compte. Vous cherchez en haut à droite m'inscrire. Vous créez votre compte avec votre email et un mot de passe de manière assez classique. Et puis ensuite, vous serez guidé vers la création d'une nouvelle fiche, dispositif, et vous aurez donc une interface. Je peux vous montrer très rapidement. On est là pour une petite démo, donc pourquoi s'en priver. Donc, vous aurez cet espace fiche. Et ici, vous pourrez donc créer une nouvelle fiche, choisir plutôt une fiche dispositif si vous voulez recenser votre action et accéder au moteur de rédaction dont parlait Nour. Donc, ce moteur de rédaction, on l'a voulu le plus simple possible et le plus guidé possible. Alors évidemment, l'effet démo fait qu'on a des petits problèmes de sauvegarde automatique. Voilà, donc ici, on va choisir un thème, par exemple le thème administratif. Et ici, vous allez pouvoir remplir élément après élément. Vous avez 13 éléments à remplir. Vous allez pouvoir remplir vos éléments. Ici, vous êtes accompagné sur chaque élément pour savoir qu'est-ce que vous devez rédiger. Donc, vous avez un tutoriel. Et en cas de besoin, vous pouvez nous contacter. On a Xavier, qui est une véritable personne, qui peut vous accompagner sur la finalisation de votre fiche. Vous serez ensuite recontacté par le reste de l'équipe éditoriale qui vous aidera à finaliser votre fiche. Donc, on fait un gros travail d'accompagnement à la rédaction pour que le texte soit le plus simple possible en français avant d'être traduit en 8 langues. On ne va pas traduire quelque chose en arabe qui soit extrêmement compliqué en français. On va simplifier d'abord en français avant de traduire dans les autres langues. Voilà sur comment on peut, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quelques autres petites choses, mais voilà pour en gros la création de fiches. Donc vous êtes autonome, vous pouvez d'ores et déjà démarrer le recensement. Vous avez dans la page, ici, vous avez dans la page publier une fiche, publier une fiche, tous les éléments qui vous permettent de savoir si oui ou non vous pouvez recenser votre action. Votre action doit être pérenne, à but non lucratif et adaptée, c'est-à-dire dédiée au public BPI, en tout cas ouverte au public BPI. Voilà un petit peu les limites de notre ligne éditoriale. Et justement, pour les personnes qui sont en contact des publics, on avait une question. Comment accompagner les usagers? Est-ce qu'ils ont accès à cet outil, les personnes? Et où est-ce qu'on peut trouver? Où est-ce qu'il y a des cours de français, par exemple? Alors, tout à fait. La version web qu'on vous présente est plutôt à destination de votre usage en tant que professionnel d'accompagnement ou aidant. Ce que nous avons conçu, c'est également une application mobile native, donc sur iOS et sur Android, avec une expérience de navigation plus simplifiée, avec des fonctionnalités inclusives, une capacité à changer de langue, facilement du français vers l'arabe, du français vers l'ukrainien, et surtout des mécanismes de vocalisation qui sont également très, très visibles pour pouvoir écouter le texte en cas de difficulté à lire. Donc cette application, on vous recommande de la proposer à vos accompagnés. Vous avez très rapidement, pour la question du français, une thématique dédiée au français. Donc là, j'ai cliqué sur la thématique globale sur le français. Et ensuite, au sein de la thématique français, vous avez 312 dispositifs aujourd'hui qui concernent le français, que vous pouvez filtrer, soit évidemment par votre département, soit par la tranche d'âge, le niveau de français et la disponibilité de la traduction.
Donc vous pouvez faire à la place de votre, accompagnant en situation d'accompagnement, une recherche pour la personne et tomber sur un cours de français adapté à son profil. Je vais prendre quelque chose de très anecdotique, par exemple ici, dans le Bas-Rhin, pour l'exemple. Vous avez, voilà, Tunazewa, si vous êtes là, bonjour à vous, qui, propose, de l'apprentissage du français par le jeu. Une fois que cette fiche, semble pertinente pour votre personne, vous pouvez lui envoyer, la fiche par téléphone, avec cet outil d'envoi par SMS. Ça vous évite de mettre, votre propre numéro et donc là, on pourrait faire le test, mais, la personne reçoit un SMS et du coup est incitée à télécharger l'application si elle le souhaite ou à consulter la fiche en ligne, évidemment dans sa langue d'origine. C'est ça, avec ces Voilà un détails petit peu. importants. Merci Hugo, avec ces détails importants. Donc, si on renseigne un numéro de téléphone, on peut choisir la langue dans laquelle on peut envoyer cet SMS. Donc, la personne va le recevoir directement dans la langue choisie. En tout cas, n'hésitez pas, merci beaucoup pour votre présentation, Nour et Hugo. Je vous recommande de diffuser, comme pour la cartographie des lieux d'inclusion numérique, de diffuser tous vos supports de communication, d'information et retour directement sur la communauté de l'inclusion, ce qui permettra à l'ensemble des participants qui sont en direct et qui demandent des flyers dans le chat pour pouvoir communiquer sur votre outil, mais aussi aux personnes qui seront en replay de pouvoir y accéder. Donc, n'hésitez pas à donner tous vos supports de communication et d'information pour permettre à l'ensemble des participants de pouvoir retrouver toutes ces infos facilement, que ce soit le lien des outils ou les outils, les supports, etc. Et ça vous permettra aussi de poser directement vos questions aux équipes parce qu'on va devoir passer maintenant à un troisième outil, cette fois-ci de cartographie d'aide, puisqu'on a vu les aides pour les réfugiés, on a vu les structures vraiment d'inclusion numérique. Alors, on va passer plutôt cette fois-ci aux jeunes, aux aides pour les jeunes, puisque c'est le nom de l'outil. Vous le savez, il y a eu de nombreuses aides qui ont vu le jour sur les dernières années, spécifiquement à destination des jeunes. Alors, quelles aides pour la personne accompagnée selon le profil? C'est parfois un peu le parcours du combattant pour s'y retrouver. Alors, Yasmine, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quelle est la problématique qui est adressée par Aide Jeune? Bonjour Agathe et bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis, chargée de déploiement et responsable des partenariats chez Aide Jeunes. La problématique à laquelle on s'adresse, à laquelle on répond chez Aide Jeunes, c'est celle du non-recours aux aides. Je vais vous partager mon écran. Donc, cette problématique du non-recours, aux aides, Agathe, mon écran? Oui, très bien. Enfin, moi, je le vois, OK, mais n'hésitez super. pas à le dire dans le chat aussi, parce que bon, peut-être que moi, je le vois, mais pas vous. Et moi, Voilà. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 2 qui est en situation de non-recours, par rapport à ses aides, par rapport à ses droits, dans différents domaines, que ce soit le logement, la santé, la formation, l'insertion et cetera. Il existe des dispositifs, mais qui ne sont pas forcément connus par les personnes qui peuvent en bénéficier. Et donc nous, la solution qu'on apporte à ce problème-là, c'est un simulateur multiprestations qui permet de découvrir, rapidement, en 5 minutes, toutes les aides auxquelles j'ai droit. Hem, donc là, c'est un petit rappel des raisons principales du non-recours, aux aides. Bon, c'est assez connu, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. La raison principale pour laquelle les personnes ne recourent pas à leurs aides, c'est le manque d'information. Suivi par, des démarches, qui sont trop complexes, trop longues, un langage administratif difficile à comprendre pour faire la demande. Et la troisième raison, c'est la crainte des conséquences négatives. Si je demande, une APL pour mon enfant étudiant, une aide au logement pour mon enfant étudiant, est-ce que ça va me faire perdre, des allocations familiales que je reçois par ailleurs de la CAF? Ce genre de questions. Et donc nous, ce qu'on veut faire avec ce qu'on fait déjà depuis 2021, donc ça fait 2 ans que le simulateur est en ligne. C'est de permettre aux jeunes, donc 15-30 ans, d'avoir, rapidement la réponse de quelles sont toutes les aides auxquelles j'ai droit, qu'elles soient nationales ou locales. Donc on a, le simulateur calcule les droits d'une personne à 912 aides. Il y a à la fois tous les dispositifs, nationaux, le RSA, la prime d'activité, la complémentaire santé solidaire, les aides au logement, hem, mais à la fois des dispositifs locaux, donc des aides, des régions, des départements et des communes.
notamment les aides au BAFA, les aides au permis de conduire. Voilà, c'est vraiment très varié. Et bien sûr, on met à jour ce simulateur quotidiennement en y ajoutant les nouveaux dispositifs. Par exemple, là, il y a eu le lancement du chèque sport. Donc c'est une aide de 50 € pour, permettre aux jeunes de s'inscrire à une salle de sport qu'on a ajouté. On ajoute les aides au fur et à mesure. Et donc comment ça fonctionne? La personne va répondre à un certain nombre de questions, sur, donc son profil, son foyer, son logement, ses revenus et ses projets. Hem Et puis, le simulateur va lui calculer, donc non seulement son éligibilité aux différents dispositifs, mais aussi une estimation du montant. Au plus la personne renseignera précisément les revenus dont elle dispose, les revenus du travail, une allocation chômage, les allocations aussi, par exemple les aides au logement. Au plus la personne renseignera précisément les aides et les revenus dont elle dispose déjà, au plus le simulateur donnera une estimation précise des montants que la personne peut, demander pour chaque aide. Et puis depuis cette page de résultats, la personne peut, recevoir sa liste d'aides par email ou par SMS. Et donc voilà à quoi ça ressemble. À droite, c'est le SMS qu'on envoie avec, les résultats de la simulation et à gauche, l'email. Hem Et donc ce simulateur aujourd'hui, il est, présent principalement sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr, que vous connaissez, peut-être. Mais il est aussi, possible, de l'intégrer sur n'importe quel site. Aujourd'hui, par exemple, ce simulateur, il a aussi été intégré par, la métropole de Bordeaux. Donc voilà, sur son site, Mes démarches, de la métropole de Bordeaux. Et voilà, et donc les habitants de Bordeaux peuvent aller sur, le site de leur métropole et démarrer la simulation de leurs droits. Il est aussi intégré sur le site jeune.gouv.fr. Je ne vais pas vous montrer tous les endroits où il est intégré, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très simple en fait d'intégrer ce simulateur sur son propre site, afin de permettre, à ses bénéficiaires de trouver le simulateur à l'endroit du parcours, qu'ils ont l'habitude enfin, sur le site où ils ont l'habitude d'aller, sans forcément, avoir à découvrir l'existence d'un Jeune Une Solution. Une autre chose, importante à dire, c'est que ce simulateur, donc il est aujourd'hui effectivement, présent principalement sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr, et il y a des millions, mon Dieu, il y a des milliers, pardon, de simulations qui sont faites chaque jour, par des habitants de la France hexagonale et outre-mer. Hem Voilà, c'est ça, je me suis perdue dans mon idée à cause de cette histoire de millions. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que, heu, donc aujourd'hui, ce simulateur, il est, sur le site Un jeune, une solution, mais en réalité, le code informatique, qui est derrière le simulateur permet de calculer, les droits aux aides pour n'importe qui. Si dans la simulation, je dis que j'ai, 65 ans, alors, dans mes résultats, je vais avoir, des aides qui correspondent à mon âge. C'était ça la subtilité dont je voulais vous faire part, c'est-à-dire que si vos publics, ne sont pas les publics que vous accompagnez ont plus de 30 ans, en fait, ça pose aucun problème et le simulateur va calculer effectivement leurs droits, aux différentes aides. Juste pour finir, je vais vous montrer, à quoi ressemblent par exemple, 2 pages de résultats réels d'utilisateurs qui ont fait des simulations, dans la journée. Donc voilà, une personne a ces résultats-là, un RSA, une complémentaire santé solidaire, des aides au BAFA, allocation familiale, aide covoiturage du quotidien, des aides à l'achat d'un vélo, la gratuité pour les musées et les monuments nationaux, donc c'est une personne qui a moins de 26 ans qui a vu cette aide. Hem, Départ 18-25, prêt pour le permis de conduire à 1 € par jour. Voilà, donc c'est une personne qui habite à La Réunion. On lui a montré l'aide, au BAFA de la CAF de La Réunion et un livret d'épargne populaire. Et autre exemple, voilà une personne qui a vu, donc une aide au logement, l'aide à l'obtention du permis de conduire de Pôle emploi. C'est une personne qui a répondu qu'elle était intéressée, de connaître les aides au permis de conduire dans la partie, intérêt à la fin de la simulation. Une allocation de solidarité spécifique, c'est une personne qui est en fin de droit, de chômage. La garantie Visale, le Locapass, donc d'Action Logement, et c'est une personne qui habite dans le département de la Côte d'Or parce qu'on lui a montré, l'aide au maintien dans votre logement du département. Voilà, c'était
c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup Yasmine. On a eu pas mal de questions dans le chat parce qu'on comprend que c'est sur de multiples plateformes, donc il y a des liens qui sont partis un peu à droite à gauche. Alors il y a une confusion avec MEZ, l'outil de Pôle emploi, qui est un autre outil de cartographie, mais cette fois-ci un peu plus, on va dire, sur la mobilité spécifiquement, et non pas avec un moteur de recherche pour calculer vraiment l'éligibilité d'une personne, et plus, on va dire, de façon exploratoire sur un territoire. Absolument, et toutes les aides, à la mobilité sont, intégrées dans le simulateur, que je viens de présenter. Donc à la fois les tarifications solidaires des transports et les aides, au permis de conduire, par exemple, ou les aides à l'achat d'un vélo. Bien sûr. Alors, on a eu d'autres questions que j'ai essayé de... Donc là, sur cet outil-là spécifiquement, on a eu la question, même si tu as répondu un peu après, jeune, donc être jeune, c'est-à-dire, alors des fois, on sait que les critères de jeunesse, ça change un peu selon le financeur, selon le territoire, selon comment on se sent aussi. Mais voilà, on nous a dit 15-30 ans, est-ce qu'on peut aller plus loin? Voilà, comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est ce que je disais, en fait, bon, jeune, sur un jeune une solution, c'est effectivement 15-30 ans. Et 95 des personnes qui font une simulation depuis le site Un jeune, une solution, ont entre, 15 et 30 ans. 95. Mais vous pouvez faire le test, en simulant, une personne qui a 45 ans et 2 enfants, et vous allez voir, que ça fonctionne aussi, enfin, peu importe que la personne soit jeune ou pas, finalement. Super. On a une question aussi d'une personne, donc Sylvie, qui nous demandait quelle est la différence avec la boussole des jeunes. Donc en fait, la particularité du simulateur, c'est que, on ajoute dessus uniquement les dispositifs d'aide financière. L'idée, c'est d'augmenter le reste à vivre des personnes, de les aider, voilà, à bénéficier des aides financières dont elles peuvent, auxquelles elles ont droit. Et il me semble que la boussole des jeunes, fait d'autres choses. Par exemple, répertorie des lieux dans lesquels les jeunes peuvent se faire accompagner. Voilà, nous, on est vraiment sur le sujet aide financière, et d'ailleurs, si vous connaissez, des aides financières locales, par exemple, je vois une question sur les dispositifs locaux. On a énormément de dispositifs locaux, donc départementaux, communaux, d'agglomérations, de métropoles dans le simulateur. Si vous en connaissez et que vous ne voyez pas, vous pouvez suggérer, l'ajout de l'aide. Je vais vous montrer, comment faire. Super. Hop. Donc c'est, depuis votre page de résultats, donc à la fin de votre simulation, vous accédez à votre page de résultats, et tout en bas, vous pouvez, suggérer une amélioration. C'est écrit là, vous avez une suggestion d'amélioration, et lorsque vous cliquez là-dessus, ça ouvre un email, qui va être adressé à l'équipe, qui gère, le simulateur, et donc, ben, on va le recevoir et ajouter l'aide en général, dans la semaine qui suit. C'est assez rapide. D'accord. Super, merci beaucoup. Donc, globalement, on avait eu des questions. Donc, on sait qu'il y a le site mez.gouv qui existe. Vous êtes référencé dessus. Comment est-ce que ça se passe? Donc, le lien a été partagé, d'où la confusion avec l'outil de France Travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Oui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le simulateur est, partagé sur le site mesaides.gouv.fr, au même titre que, le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Je vais repartager mon écran pour montrer ça. Voilà, mesaides.gouv.fr. Oups, désolée. Bon, ça ne marche pas, c'est les aléas du direct. En tout cas, Agathe, si tu veux partager le lien dans le chat, ça m'aidera. Donc en tout cas, sur mesaides.gouv.fr, il y a 2 liens. Un lien qui mène vers le simulateur, Mes qui se trouve sur le site, Un jeune, une solution, et un autre lien vers mesaides.gouv. Donc ces différents simulateurs qui peuvent être utilisés dans différentes situations. Par exemple, sur mesaides.gouv.fr, il y a plusieurs simulateurs qui calculent les droits à une aide spécifique. Il me semble des mémoires qu'il y a, un simulateur complémentaire santé solidaire, un simulateur aide au logement. Par ailleurs, sur, mesdroitssociaux.gouv.fr, il me semble que, l'idée, c'est de pouvoir se France connecter, pour pouvoir effectuer une simulation sur la base d'une situation réelle, de sa situation connue par l'administration.
Nous, ce qu'on a voulu faire sur Un jeune, une solution, c'est, quelque chose de très simple, rapide et anonyme, où la personne peut, simuler des situations fictives. Par exemple, je suis aujourd'hui, au lycée et je veux, savoir, à quelles aides j'aurai droit si je deviens étudiant l'année prochaine, à Strasbourg ou à Rennes, et donc je vais pouvoir simuler, différentes situations fictives, sur la base du simple déclaratif pour voir comment est-ce que enfin, à quelles aides j'aurai droit dans quelle situation. Et merci pour le partage du lien. Super, merci beaucoup. Je partage donc n'hésitez pas, à poser vos questions sur la communauté de l'inclusion. Le live, se termine. Merci beaucoup pour votre, participation. Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir.